Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième épisode de notre volet conception de jeux de société en compagnie d'un concepteur, Thibaut de la Toile. Bonjour. Alors Thibaut, tu es là aujourd'hui pour nous expliquer un peu le processus qui a mené à l'arrivée prochainement sur le marché de Assassin's Creed, entre autres. Puis tu es notre spécialiste du Kickstarter, donc j'ai hâte de voir ce que tu en penses. Ok. Alors sans plus tarder, C'est parti. c'est parti! Alors bonjour tout le monde, bien content de vous retrouver pour notre épisode sur la conception de jeux de société. Et j'ai invité un expert cette semaine pour faire le tour du processus qui t'a mené à ce qui va être bientôt une grosse franchise qui arrive. Est-ce que ça va arriver en boutique? Sans doute pas, Ok. parce que le coût de fabrication est vraiment trop cher en fait. Oui. Donc nous on a fait un prix plus bas sur Kickstarter. Sans Kickstarter, enfin je sais que c'est classique de dire ça, mais c'est un projet qui pourrait pas exister sans Kickstarter parce que le coût de fabrication amènerait le jeu dans les $300 en boutique, ce qui à mon avis fait pas de sens. Je serais surpris parce que tes confrères de Serious Pope avaient eu la même conception. Ils avaient fait ça, puis à un moment donné, la demande était tellement présente qu'ils ont finalement fini par ouvrir leur propre boutique en ligne. Nous on a notre boutique en ligne qui fait que le jeu sera disponible, mais chez nous où il y a certaines boutiques qui ont aussi backé pendant la campagne. Donc je dis pas qu'il n'y a aucune boutique qui le fera, mais je veux dire il y aura pas de distribution au sens classique, genre toutes les boutiques d'un pays qui... On va y travailler. On va y travailler. Mais nous on aimerait, hein, c'est sûr, mais on a cherché des solutions, on a essayé de voir si on pouvait faire une boîte retail avec un peu moins de contenu, etc. Mais on n'a pas réussi à trouver vraiment de solution. Pour l'instant en tout cas, Ça reste à peaufiner. Ça Donc, on va y revenir avec Assassin's Creed, puisque c'est le projet phare on va aller creuser, savoir les dessous, mais également qu'est-ce qui arrive dans les prochaines semaines, puisque ça devrait éventuellement arriver au backer, on l'espère bientôt. Bref, mais avant toute chose, on va commencer par la base, donc connaître un peu le concepteur qui est Thibaut. Thibaut, originaire de la France. Oui. Et un background en jeux vidéo plus. Oui, c'est ça. C'est peut-être ce qui explique aussi ton affinité avec la franchise de Ubisoft, parce qu'Ubisoft a quand même un gros bureau ici à Montréal. Puis tu y as travaillé, je crois. Oui, oui, aussi. Donc moi j'ai travaillé une vingtaine d'années dans le jeu vidéo. Oui. Donc c'est sûr que j'ai un gros background et j'ai fait beaucoup de métiers. Moi j'ai une formation plutôt artistique de graphiste. Oui. Graphiste 3D. Donc moi j'ai commencé comme ça dans le jeu vidéo. J'ai assez vite fait du game design aussi parce que c'est sûr que c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et beaucoup de gestion de projet. Donc en fait au final j'ai touché à tous les métiers qui me servent aujourd'hui. J'ai pas fait de programmation, j'ai pas fait de musique, voilà, mais tu étais moins derrière la programmation en tant que telle des codes informatiques. C'est plus ça, du côté voilà. artistique Voilà, du projet. voilà. Et le côté gameplay, en fait. Vraiment la jouabilité et la qualité, je dirais, du jeu en général. Donc c'était un peu mes focus. Qu'est-ce qui a fait que tu es parti de la France et tu t'es emmené ici au Québec? Je dirais deux choses principalement. C'était l'envie de changer de vie. Et le fait aussi que le secteur du jeu vidéo en France était plutôt en berne, en fait, en baisse. En déclin? En déclin depuis le début des années 2000. Moi, j'ai commencé au début des années 90. OK. C'était vraiment l'âge d'or. Ça marchait vraiment bien. Et puis après 2000, c'est devenu un peu l'inverse. Alors qu'ici, c'était vraiment en pleine expansion. Oui, on a fait des programmes spéciaux ici pour recevoir des compagnies, essayer de faire un pôle. Puis je pense que ça a bien fonctionné. Il y a beaucoup de compagnies qui sont venues s'installer ici. Voilà, beaucoup de Français aussi. Beaucoup de Français, oui. D'ailleurs, on les salue tous parce que c'est Oui. 70% de mes abonnés sont Ok. français. Ok. Puis, oui, il y en a beaucoup qui sont intéressés par la démarche de venir ici. Puis, des fois, est-ce que ta vision a changé un coup rendu ici? Parce qu'on a souvent les deux préconçus de ce qui se passe. Oui, non, globalement, je m'étais beaucoup préparé en fait. Donc j'étais quand même bien préparé, puis j'avais des amis qui étaient déjà ici. OK. Donc j'étais vraiment bien préparé. Donc oui, j'ai eu des surprises, mais pas de surprise ou de déception majeure. Comme tes premiers contacts avec la neige et nos hivers québécois. Ça a été. Ça s'est bien passé. On a Ça va. survécu. OK. Mais c'est quand même un choc de passer d'un milieu où il y a des grosses équipes, on parle de milliers de personnes des fois qui travaillent sur un jeu, des budgets qui frôlent les dizaines, C'est des vingtaines millions, c'est ça, de des millions, là, dizaines. des fois, c'est ça, c'est des gros budgets. Et là, tu te ramasses avec une équipe de
Un? Bah, Au début? au début, oui, au début. En fait, c'est une des raisons qui m'ont fait aussi, on n'en a pas parlé, mais une des raisons qui m'ont fait sortir du jeu vidéo pour arriver là où je suis aujourd'hui, c'était justement l'envie de revenir à des choses plus, j'allais dire plus artisanales, plus humaines, à vraiment à plus petite échelle et surtout plus créatives. Parce qu'en fait, sur ces projets énormes, là, moi j'étais sur des jeux comme ça, donc chez Ubisoft ici à Montréal. C'est des projets vraiment énormes où c'est difficile d'avoir on a tous un tout petit rôle. Ton créneau, il est très limité. C'est ça. Donc, tu Et touches, t'es spécialiste dans. t'es très 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 spécialisé dans quelque chose et moi c'est malheureusement pas ma façon de fonctionner. Moi je suis plutôt un touche-à-tout curieux et c'est sûr que j'étais très frustré de voir plein de choses sur lesquelles j'avais envie de pouvoir intervenir et non toi ton rôle c'est ça. Donc, Voilà et donc voilà donc c'est ça qui m'a décidé à franchir le pas et puis à me lancer. ça, tu as décidé ça en 2013, 13, c'est ouais. ça? Donc, Triton Noir est né en 2013 sur l'envie de partir un jeu de société. Tu avais déjà une idée en tête de ce que tu voulais faire? Oui, mais qui n'a pas du tout abouti. Non? Donc, Donc, c'est ok, ça, je c'est pensais que c'était bien intéressant. commandé. Non, Ok. en fait, quand je suis parti de chez Ubisoft, je voulais effectivement aller donc dans le domaine du jeu de société, mais mon idée de départ, c'était plutôt tourner autour des imprimantes 3D et de me dire, mais est-ce que ce serait pas un truc génial de faire des jeux prêts à imprimer. Et donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus pendant des mois, essayer de sortir ma calculatrice, voir est-ce que c'est viable, est-ce que ça marche, est-ce qu'il y a un marché, etc. Puis j'ai vu que c'était vraiment pas prêt, puis je regrette pas du tout parce que même aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas On là. commence à avoir un balbutiement de C'est projets ça. comme ça. J'ai C'est ça. certains projets où j'ai même des artistes d'ici qui font de la sculpture et tout ça, qui vendent des fichiers imprimés. Mm. Mais on a de plus en plus, pas de plus en plus, on commence à avoir des jeux de société dans lesquels on a un chapitre de base, puis on va imprimer au fur et à mesure qu'on va progresser dans une campagne. On commence à le voir dans le jeu de Ok. Et figurines. il y a des trucs hyper cool. Enfin, moi j'avais vraiment plein de super idées là. Enfin, Ben, je garde-les, pense. il n'est pas trop Voilà. tard, ça va peut-être en Non, venir. parce qu'il y a moyen au niveau du gameplay justement de faire des choses qui sont pas possibles avec des jeux classiques. Ah oui. Donc voilà, je vais pas commencer à en parler là, mais c'est un autre sujet. Mais Un prochain, jour, un peut-être. prochain chapitre de Et conception un de jeu. jour peut-être. Mais bon, en attendant, on s'est dit, bon, on va aller vers des jeux classiques, au moins commencer comme ça. Déjà se faire la main, parce que c'est quand même beaucoup. Découvrir Kickstarter aussi, parce que ça faisait quand même beaucoup de nouveautés. Créer une Ben, entreprise 2013, aussi. tu étais quand même C'est ça. dans les balbutiements du début. On est arrivé, le Kickstarter était fin 2014 Ouais, pour c'est ça. V-Commando. Mais ça faisait quand même beaucoup de nouveautés. Créer une entreprise, pour moi, qui est aucun. Enfin, moi, Parce que t'es pas un entrepreneur, non, à la base. je pense pas que j'ai le profil. Moi, je suis vraiment, voilà, plus. Contrairement à moi. Là. Moi, je suis plus créatif, donc c'est sûr que le côté pur entrepreneur, c'est pas trop mon truc. J'ai fait beaucoup de gestion de projet, quand même beaucoup de gestion d'équipe, donc c'est quelque chose. Et donc, je sais où aller, comment y aller, etc. Donc ça fonctionne. Mais l'entreprise en soi, pour moi, c'était nouveau. Donc, on s'est dit, les figurines, on va mettre ça de côté, les risques avec. Tu semblais dire aussi que le milieu des affaires était plus facile à développer au Québec qu'en France. Je pense. J'ai pas essayé en France, Ok. mais en France, j'aurais jamais fait ça. Parce que les contraintes bureaucratiques peut-être sont plus. Ouais, je pense que ouais. il y a beaucoup de frais, c'est compliqué, c'est cher, c'est assez punitif aussi. C'est-à-dire que enfin, à une époque, je sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais si tu faisais faillite, il n'y a plus aucune banque qui voulait te prêter de l'argent si tu voulais repartir en affaires. Là, c'était fini en fait. Alors qu'ici en Amérique du Nord, moi j'ai Amérique du Nord parce qu'aux US, je sais que c'est comme ça. Quelqu'un qui a échoué, bah, on va se dire ok, est-ce qu'il en a tiré les leçons? Puis peut-être que finalement il est plus solide que quelqu'un qui a jamais rien fait en fait. Donc il y a un côté plus positif autour de ça. Oui. Et même la vision de l'entrepreneur elle est plus positive ici qu'en France. Enfin, de mon expérience. Donc, Ben, c'est bon à il y savoir a moins parce de qu'effectivement, jugement. on a quand même un jugement. Bon, je ne rentrerai pas trop dans ces détails-là, Mm. mais même ici, la perception de quelqu'un qui fait de l'argent n'est pas nécessairement bienvenue. Puis c'est pas parce qu'on fait de l'argent, c'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on fait forcément de l'argent, mais on y travaille fort pour le faire. Bref, un autre sujet. Mais oui, c'est ça. Jeux de société, parce que donc j'imagine que tu es un vidéo gamer. Oui. Est-ce que tu es aussi un Mais board alors, gamer? moi, j'ai beaucoup déjà adolescent. Là, moi, j'étais beaucoup dans Warhammer Battle, donc les jeux de figurines, Space Hulk. Donc c'est sûr que là, c'est un peu un rêve. Space Hulk, C'est clairement un rêve d'enfance là qui se concrétise là aujourd'hui. Mais j'ai aussi travaillé en fait ça c'est pour l'anecdote, mais c'est amusant pour une compagnie qui s'appelait Cyrose à l'époque, qui faisait des jeux de rôle, Bloodlust, Bitume, Innominé Satanis. Ok. Mais alors qui sont sans doute pas trop connus ici, mais ils sont quand même connus en France, Ok. ces jeux de rôle-là. Mais ce qui est amusant, c'est que c'est les gens qui ont après monté Asmodée, en fait. Ok, donc il était. Donc en fait, voilà, ils étaient trois, c'était Ok. vraiment le début. Moi, j'étais étudiant, puis je faisais des logos pour eux, je faisais des T'étais choses déjà comme ça. graphiste à l'époque. Voilà, c'est Ok. ça,
en freelance en parallèle de mes études, mais donc j'avais déjà un petit peu travaillé dans le domaine des jeux de société quand j'étais étudiant en fait. Donc voilà. Donc, jeu de rôle en fait partie de ton cheminement aussi, Oui, j'imagine, aussi, un petit peu. mais pas beaucoup, mais énormément. oui, j'en ai fait. Ok. J'aimais bien, mais c'était un peu trop long pour moi, donc c'est pour ça que j'ai pas poussé. Donc, tu as quand même toujours aimé le jeu de figurines. Ah oui. Ok. Donc, t'es pas tombé, t'as pas fait une recette Kickstarter pour dire parce que ça pogne Ah, sur non, Kickstarter. non, c'est ça. Et pour la petite histoire aussi, certains le savent parce que j'ai déjà dit, mais V-Commando, donc notre premier jeu, devait être avec des figurines au départ. J'ai des photos au Randolph, justement, quand j'allais les dimanches matins faire les tests, les playtests, là. Oui. On jouait avec des figurines au début. Ouais. Et puis bon, après, c'est ça, devant la complexité, le coût, on a parlé avec Fabrice là, qui travaille avec moi, puis on s'est dit bon, c'est peut-être plus raisonnable d'aller juste avec des pions, puis peut-être un jour, voilà. Moi j'y ai joué, puis je trouvais le système de pions fonctionne très bien. C'est sûr que les figurines sont très vendeuses, mais quand même, juste l'avoir. C'est pratique. C'était pratique, parce que on se déplaçait, on avait des emplacements, on pouvait tourner les jetons de côté, on avait des états qui apparaissaient, donc c'était quand même bien, c'était très bien adapté. Donc, le premier Kickstarter que tu as décidé de partir avec Triton Noir, quand même, c'était V-Commando. Ouais. Donc, ça, tu avais déjà parti Triton Noir à l'époque. Oui, il fallait, à l'époque, mais je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il fallait avoir une compagnie pour faire un Kickstarter. Donc, la compagnie, elle s'est montée, c'est ça, dans l'été 2014. Et puis tu avais déjà décidé que tu y allais par la plateforme socio-financement. Ah oui, c'est ça, c'était obligatoire. En fait, moi, quand je me suis lancé, j'avais pas d'argent à mettre, là. Okay. Et je pouvais pas en récupérer. Et j'avais pas envie d'aller emprunter à une banque ou d'aller chercher des investisseurs. Ça, c'est vraiment pas dans... Okay. C'est pas dans mon état d'esprit. Je pense pas que je ferais ça, en tout cas. Donc, je me disais, il faut quelque chose où je peux démarrer avec pas beaucoup de moyens. Et puis en même temps, c'est un test aussi, c'est quand même un test d'intérêt. Le problème, c'est que Kickstarter est quand même une plateforme qui est là normalement mis de l'avant pour promouvoir les artisans qui veulent mettre à jour leur projet, mais de plus en plus, le projet doit être sur le point d'être terminé, d'être prêt d'être commercialisé. Parce que ça a beaucoup changé. C'est ça. Parce que c'est rendu une plateforme. V-Commando, moi j'avais, je dirais, la moitié du jeu qui était fait. On avait fait quand même une partie des graphismes, des visuels, etc. pour le Kickstarter, mais c'est sûr qu'il restait encore pas mal de travail à accomplir. Il n'était pas prêt à être commercialisé. Non, pas du tout. Mais parce que c'était beaucoup trop cher en fait. C'était le financement participatif de Kickstarter qui te permettait de réaliser ou pas le jeu. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Tu as eu à l'époque 663 contributeurs, 87 000 d'accumulés. Oui. Donc ça, est-ce que c'était... Puis c'est jamais des chiffres viables qu'on présente, on fait toujours présenter des chiffres pour que le projet se finance. C'est un des sujets, c'est jamais le vrai montant. Non, c'est ça. Mais est-ce que tu as réussi à arriver avec ce montant-là pour faire en sorte que le projet était viable? Non, j'ai dû compléter en fait. J'ai réussi à me faire aider justement. C'était prévu avant, je savais de combien j'avais besoin. Et je savais que les 40 000 $ qu'on demandait, c'était pas suffisant. Mais même ce qu'on a récupéré là, c'était pas suffisant pour payer toutes les illustrations et la fabrication du jeu. Parce qu'on a aussi... Alors c'est sûr que j'ai été un peu ambitieux, mais j'ai pas regretté. C'est que j'ai fabriqué plus de boîtes que... Maximiser le transport pour maximiser le conteneur? Non, c'était vraiment juste parce que j'y croyais et que... On avait un distributeur à l'époque en France qui y croyait aussi. Donc au lieu de faire les 3000 boîtes comme on fait souvent au début, moi j'en avais fait 4500. Mais qu'on a vendu bien, enfin voilà, ça a été. Donc c'était un risque, mais c'est sûr que ça a coûté plus cher du coup que ce qui était prévu. Ça permet en fait de réduire un petit peu les coûts. Exact, par copie. Voilà. Mais globalement, c'est plus cher. Oui, c'est ça. Mais t'as-tu rencontré dans ta première expérience des pièges ou des choses que tu t'attendais pas et tu dis « Oh, ok, j'avais pas vu ça du tout comme ça ». Dans le sens que, généralement, on sous-estime beaucoup certains coûts dans une production. Surtout si c'est à ton premier jeu. Tu fais un plan financier, puis ça te tient plus ou moins la route. Pas vraiment. Alors moi, c'est vrai que je veux pas paraître prétentieux. Je suis capable de dire là où je suis pas bon, donc je le dirai aussi si les questions se posent. Là. Mais comme je disais, moi, tout ce qui était prévision, planification, c'est vraiment des choses où j'étais bon avant. C'était quand je travaillais dans le jeu vidéo. Donc moi, les projets sur lesquels je travaillais étaient généralement livrés à l'heure et dans le budget, ce qui était 2 exceptions, et sans faire d'heures supplémentaires, ce qui était encore plus pas possible. Là. Donc, j'ai pas eu, j'allais dire, de grosses surprises, tu vois, et heureusement, parce que j'aurais pas eu j'aurais eu du mal à me retourner. Là. Ouais. Si on a eu une mauvaise surprise après la campagne avec un distributeur, mais je veux dire, la campagne elle-même... qui t'a pas donné les... Oui, mais qui nous a jamais payé. Il y a 1000 boîtes qui étaient en dépôt-vente, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien payé pour ça, et ils les ont vendues. C'est le
Lequel? Ben, c'est un distributeur qui n'existe plus aujourd'hui, Ok, c'est bon. heureusement, mais je veux dire, oui, ça a été vraiment une mauvaise expérience qui aurait pu nous coûter cher, mais Ouais, ouais. heureusement, on a tenu bon. Mais sur Kickstarter en soi, bah, c'était pas non plus un énorme Kickstarter, donc je veux dire, c'était gérable pour moi, gérer tous les commentaires, le mettre à jour la page, faire tous les stretch et tout, parce que c'est sûr que je m'occupais Mais pas mal de tout seul là. Donc. c'est un commentaire que je passe souvent quand je fais mes analyses de Kickstarter parce que je vais souvent regarder l'historique de la compagnie qui va le partir. Il y a eu beaucoup, beaucoup de premiers projets qui apparaissent sur Kickstarter. Puis ce que je regarde comme analyse surtout, c'est quelle est la complexité du jeu versus un premier jeu. Parce que on peut. T'as quand même été raisonnable, t'as enlevé les figurines, t'as quand même resté avec des jetons, t'as resté dans quoi qui était plus On a été facilement. raisonnable, mais là où on n'a pas été raisonnable, c'est que c'est quand même un très gros premier projet qui était livré avec 2 extensions, donc il y avait quand Ouais, même énormément de contenu. Si on regarde, il y a plus de 50 niveaux différents qui doivent tous être testés, équilibrés Ouais. individuellement. Donc c'était quand même un travail de titan. C'est pour ça aussi qu'on a eu du retard et toute petite équipe comme. Je dirais un peu comme aujourd'hui, on est un peu plus nombreux, on est un peu plus que un. Mais, J'espère. mais, On vous les montrera tantôt, voilà. on fera une petite tournée. Ça c'est aussi une volonté. Au début, on n'avait pas les moyens, donc c'est sûr qu'il n'y avait pas le choix. Là, quand j'étais tout seul, je travaillais chez moi. Mais ensuite, voilà, on est prudent. Moi, j'ai travaillé dans beaucoup de startups. J'ai vu comment ça se passe. C'est vraiment il y a des choses que je veux surtout pas reproduire. Là. Okay. Et notamment la course en avant, de se dire, bah, ok, on a plein d'argent. Là. Après Assassin, on aurait pu se dire, bon, on embauche 5 personnes, et puis go, on y va. Et puis on commence à lancer un deuxième projet en parallèle. Et puis c'est ce que font certains. Après, je veux dire, on a tous nos... Tu sais, chacun fait comme il veut, ça, on est libre. Mais nous, on préfère pour l'instant, en tout cas, faire un projet... le finir, c'est pour ça qu'on fait pas beaucoup de projets. Hein. On a fait V-Commando en 2014, on a fait Assassin 3 ans après, et puis là, bah, ça fait 2018, puis là on est en 2020, puis on a une nouvelle idée de Kickstarter hein, qui devrait pas tarder. Mais, on va finir avec ça. Mais voilà, mais je veux dire, on n'enchaîne pas plusieurs Kickstarter par an. On fait ouais, c'est un peu le reproche que je fais à certaines compagnies où ils font un gros financement, puis là ils attendent, ils vivent là-dessus pendant un bout de temps, puis là, ils repartent un deuxième projet avant que l'autre arrive, puis ils sont toujours 2-3 projets en retard pour pouvoir financer finalement. C'est une façon de gérer, c'est pour ça que je dis que moi, je la critique pas, c'est-à-dire que c'est une façon différente de voir les choses, en fait. Dans d'autres domaines, on appelle ça une chaîne de Ponzi, mais... Après on n'est pas non plus chez eux, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Je le sais. Mais c'est sûr que c'est toujours un peu inquiétant de voir que tu as un Kickstarter qui arrive et que les 2 d'avant, ils n'ont pas été livrés. C'est sûr que moi, en tant que backer, j'attendrai un peu. Exactement, on est un peu plus frileux à ce moment-là. Mais bon. Bon, ok. Par rapport au financement, on a parlé de date, puis tu as été un des premiers à annoncer les vraies choses. Parce que la plupart vont annoncer une fin de campagne, puis ils vont dire le jeu va être disponible dans 6 mois. Ça se fait pas. Il y en a qui vont dire 1 an. C'est la plupart du temps réaliste. Toi, tu as dit 2 ans pratiquement, 1 an et demi. Pour Assassin? Oui, pour Assassin. On a fini en décembre 2018, tu as dit juin 2020. On a annoncé 1 an et demi. Avec ça. Ouais. Puis tu as sûrement eu quelques critiques là-dessus. Ah oui, il y a des gens qui ont dit moi je back pas parce que c'est trop loin. Donc, mais ce que je comprends. Mais c'était la réalité. Oui, c'est ça. Je veux dire, on essaye de donner une date qui nous semble réaliste. On avait eu du retard avec V-Commando, donc en plus, moi je voulais vraiment qu'on essaie d'avoir une date qui nous paraissait réaliste. C'est sûr que la Covid, ça n'a pas aidé non plus. Là. Clairement, au niveau le fabricant, en tout cas, ça a mis un peu une pause pendant une assez longue période chez eux. Ouais, tout a retardé, ça c'est normal, là, présentement. Voilà, nous aussi, ça a compliqué un peu les choses, mais bon, on pouvait assez facilement travailler en télétravail, donc on l'a fait pendant quelques mois. Donc, et puis après, là aussi, des imprévus, et aussi ce projet qui est beaucoup plus gros que je ne l'aurais souhaité, mais j'ai l'impression que je suis dépassé à chaque fois par... par les créations qu'on fait, parce que c'est quand même un projet très 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 gros, Assassin. Hein. Enfin, je veux dire, ceux qui ont backé, je pense qu'ils vont être agréablement surpris de tout le contenu. Il y a tout le contenu secret, mais il y a quand même, je recomptais ce matin. C'est ça, mais genre juste dans le jeu de base, il y a 33 enveloppes qui contiennent que du contenu secret, des missions, Bon, il y a toutes les boîtes avec des figurines secrètes, c'est quand même des très très gros projets. Et comme nous, on a toujours je sais pas si c'est un défaut, mais d'essayer de pousser la qualité au maximum pour les illustrations, pour les figurines, pour tout, pour nos tests, pour les règles et tout. C'est sûr que ça prend pas mal de temps. C'est effectivement dans le souci du détail très très, là, je ferai des close-up, mais c'est assez impressionnant. Comment a été ton premier contact avec le monde de la figurine? Tu m'avais dit que tu aurais aimé à la base faire V-Commando en figurine. Ouais.
pour des raisons qu'on connaît, un premier projet, puis tout ça, ça allait de soi que des jetons, c'est plus viable. Ouais. Là, c'est ton premier projet. C'est une autre chose à gérer, là. C'est un autre monde. Oui, j'allais dire c'est presque un projet en parallèle en fait. Oui, Donc, hein. c'est presque un deuxième projet. Alors il est artistique, donc c'est sûr c'est différent. Mais alors on a la chance de travailler aussi avec Manuel, qui est à côté de notre directeur artistique, qui travaille évidemment, enfin qui est le directeur artistique du Scorpion Masqué, mais qui travaille aussi avec nous. Je pense. Et c'est ça, et qui est un ancien du monde de la figurine. Donc ça, c'était, j'allais dire, un hasard, parce que nous, on est venu à se connaître et puis à partager les mêmes bureaux. Est-ce qu'il collabore à la campagne? Oui, c'est ça, il aide, et c'est lui qui est le contact avec notamment tous les artistes. Donc, mais par exemple, un exemple que je peux donner de Manu, c'est que lui ayant une grosse expertise figurine, par exemple, quand on recrutait les sculpteurs, ce qui est déjà alors là, c'est pareil, c'est un sujet, ça pourrait être un sujet. Il y en a pas des tonnes. Mais il y en a vraiment pas beaucoup, Non. c'est très très cher. C'est des coûts que je pense que les gens ont du mal à imaginer. Là. Moi, j'avais entendu 900 à 1500, 900 euros à 1500 euros de la figurine. C'est ça. On pourrait dire pour la sculpture de la figurine. Et puis après, les moules coûtent très cher aussi. Quand vous voyez un projet, bon, je dirais nous, pas un Siemens, on a plus de 60 là, différentes. Donc, c'est-à-dire qu'on a 60 sculptes. Donc, déjà, dans ces ordres de prix-là, ça donne déjà une idée des coûts. Là. Mais c'est aussi qu'on a été chercher des sculpteurs de très haut niveau aussi. Ouais. Parce que comme pour tout, il y a tout, donc nous on travaille vraiment avec certaines pointures là, qui font vraiment notamment les figurines des assassins. Mais je confirme que c'est loin d'être... c'est dans le haut de gamme que j'ai vu. Et Manu, lui, il pouvait nous dire, lui par exemple, il est bon pour faire les armures, les chevaux, lui ce serait cool que les chevaux lui donnent à lui. Lui, il est à l'aise pour les draper, les mouvements, donc ce serait mieux qu'on lui donne les assassins. Donc je veux dire, c'était super parce que dès le recrutement, on ciblait vraiment les sculpteurs en se disant, lui, il va être super pour ça. Et ça s'est vraiment très bien passé. Et c'est vrai qu'on a eu une super expérience. Et on a travaillé avec des sculpteurs 3D, c'est la plupart, mais on a aussi travaillé avec des sculpteurs traditionnels. Alors c'est incroyable, quoi. Sculpter à la main, à l'échelle qu'on connaît là, et c'est fou. Enfin voilà. Donc, je vois aussi que tu as des bâtiments. C'est pas la même équipe, j'imagine, qui fait ça, parce que ça, c'est plus de la conceptualisation 3D. Si, c'est les mêmes sculpteurs. C'est les sculpteurs. La tour, là, c'est ça. Puis tu as utilisé aussi de l'imprimante 3D pour faire ta schématisation. C'est ça, des sortes de prototypes pour avoir des idées d'échelle. Ça, c'est le fabricant en Chine qui nous les a envoyés, ceux-là. Oui. Là, on a les deux modèles de tours. J'espère que je n'ai pas dévoilé de quoi. Il y a deux modèles différents, il n'y a rien de secret. Mais il y a une tour qui est exclusive à Kickstarter, là, celle-ci avec la cloche qui s'est cassée pendant le transport et qu'on n'a jamais collée, mais il y a une petite cloche en haut. C'est bon. Donc, non, c'est les mêmes sculpteurs. Et ça aussi, tout ça, ça demande à chaque fois. Ça aussi, c'est des choses qu'on n'imagine pas, mais il y a tout un travail de recherche derrière. Fabrice qui a fait des recherches sur les bâtiments à Venise pour aller chercher cette horloge, on la voit. Donc en fait, ça c'est comme un assemblage. Oui, c'est comme un assemblage d'éléments, mais qui sont présents. On a pris des bâtiments typiquement de la place. Parce que je pense que Venise, pour toi, c'était quand même un endroit de prédilection pour camper l'action, parce que c'était cinématiquement bien. Moi ce qui me plaisait, c'est peut-être. Parfois c'est simple, parfois c'est bête, c'est simple. C'était de me dire, si on a des décors avec des canaux, ça va être très différent de tout ce qu'on voit dans les autres jeux en fait. Okay. Donc un décor avec, parce que les rues, les toits, les toits on n'en voit pas forcément partout. Des cryptes puis des donjons, on en a vu. Des gondoles et tout ça, c'est vraiment original et je trouvais ça cool d'avoir ça dans un jeu. Donc c'était, j'allais dire tout simplement ça. Okay. Est-ce que c'est rendu dans le jeu? Est-ce que vous l'exploitez? Ou c'est le décor? On l'exploite un peu, c'est-à-dire que juste les canaux sont une faiblesse pour les assassins. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas utiliser d'armes de jet. Quand ils sont dans l'eau, ils ne peuvent pas tirer en fait. Donc ça les rend plus faibles, donc c'est pas forcément des tuiles où ils peuvent aller. Et après, il y a certaines cartes ou certaines aptitudes d'assassins qui vont permettre, par exemple Bastiano, il peut être en apnée, c'est-à-dire qu'il peut rentrer dans une case de canal et s'il y a des gardes, ils ne le verront pas par exemple. Tu as pris la franchise, la trame de base d'Assassin's Creed, mais tu as créé 4 nouveaux assassins, ou peut-être plus, là, je sais. Entre autres, mais je veux dire, tout ce qui est là, on va avoir des crossovers avec ce qu'on a déjà vu, mais essentiellement, c'est reconstitué. C'est ça, en fait, c'est un melting pot de choses qu'on a vues dans la licence. Il y a Léonard de Vinci, il y a bien sûr plein de personnages de la licence, et des nouveaux que nous on a créés ou qu'on a ramenés, ou des boss comme celui-là là, qui est magnifique. Donc et ça c'est une grosse chance qu'on a, que Ubisoft laisse en fait
j'ai l'impression avec les gens avec qui ils travaillent sur des licences, peut-être pas toujours d'ailleurs, parce qu'il y a des jeux Assassin qui sortent et qui juste exploitent ce qui existe dans la licence. Oui, c'est ce qu'on a vu Mais nous, la plupart. on a vraiment eu une grosse marge, une grosse liberté de création. Et je dirais la raison principale, c'est que on vient, moi et Fabrice de chez Ubisoft. C'est ce que Et j'allais dire. Fabrice Ils en nous ont fait confiance parce particulier, qu'ils connaissaient un petit peu dans ce parce rôle-là. qu'ils savaient aussi qu'on avait fait. Alors, c'est amusant parce que tout se croise en fait. Ils ont vu V Commando, ils ont bien aimé parce qu'en fait ceux qui s'occupent des licences chez Ubi, c'est des fans de board game, c'est des fans du Kickstarter. Ok, c'est pas toi qui as été présenté le jeu, ils On connaissaient s'est déjà. parlé, ça s'est vraiment fait naturellement en fait. Ok. Ils ont vu V Commando, ils se sont dit jeu historique, infiltration. Assassin, historique, infiltration, on se connaît. Bon, si tu veux, j'allais dire ça coulait de source, donc ça s'est fait très vite. Quand tu as dessiné, quand tu as conceptualisé les commandos, t'avais-tu déjà derrière la tête de l'Assassin's Creed ou des relents de. Parce que c'est un Des jeu jeux furtif. vidéo, ouais. Moi j'aurais aimé avoir une licence de jeu vidéo après sur un autre jeu en fait. Ah oui? Donc je pensais à Assassin, je pensais à Metal Gear Solid, je pensais à des jeux comme ça. Ok. Mais je me disais pour un premier jeu, ça me paraît difficile d'aller voir Ben un oui, éditeur et avec lui dire pas de background. est-ce que vous me feriez confiance Je vais être le pour faire meilleur. un premier Faites-moi board game, confiance. voilà, C'est c'est ça. ça. Ouais. J'ai été humble et puis voilà, je me suis dit on va commencer avec un jeu sans licence et puis Parce que je suis curieux, mais tu me répondras peut-être pas, là. Mais c'est quand même un gros joueur de l'industrie. C'est une des 10 plus grosses franchises de jeux vidéo, si je m'abuse. Généralement, ils sont habitués de transiger avec des grosses compagnies. Toi, t'arrives, petit joueur. J'imagine que tu n'allonges pas l'argent non plus parce que tu pars par Kickstarter. Ça y va par royauté, j'imagine. Oui, c'est des royalties, ça c'est classique. Comme on voulait tous les deux que ça se fasse, tout le monde a travaillé pour que ça puisse se faire, tu vois, autant avec la souplesse de travail, comme je disais, pour qu'on puisse créer des nouvelles choses, qu'au niveau financier, où c'est pareil, l'avance de départ était sans doute moins élevée, peut-être qu'avec d'autres, tu vois, je sais pas. Et puis c'est vrai aussi que c'est une commande, ils savent que ça va être un jeu différent, donc si tu veux, c'est plus un jeu, comment dire, c'est un peu un ovni là qu'on est en train de créer, c'est pas un jeu classique standard où ils savent qu'ils vont en vendre des centaines de milliers. Il y avait ce côté qui était un peu hors norme et qui faisait que on pouvait pas avoir, je pense, des conditions standards là, parce que personne ne s'y serait Hors norme par rapport à ce qu'ils font eux, c'est sûr que c'est pas un Monopoly Assassin's Creed, là, c'est ce qu'on veut dire. Par exemple. Donc, c'est hors norme, mais est-ce que par rapport au type de jeu comme ça, tu te démarques où? Parce que c'est quand même un jeu narratif aussi, tu as une histoire, tu as plusieurs aventures. Ouais. Ça, c'est nouveau pour toi aussi, parce que les commandos, c'était plus ou moins le cas, c'était un petit peu, mais pas tant que ça. C'était plus léger. Mais là, ça c'est un des rôles de Fabrice ici, c'est que lui, il est vraiment dans le narratif. Lui, c'est quelqu'un qui vient du jeu de rôle, c'est un des auteurs de Nephilim, notamment, pour ceux qui connaissent. Donc lui, il est vraiment dans le background. Et ce qui est super, c'est que chez Ubi, il travaillait vraiment sur la marque Assassin, sur la branche. Donc vraiment, il a une connaissance de l'univers intense. Ouais. Et c'est pour ça, quand on parlait de nous faire confiance pour créer des nouveaux contenus, c'est sûr que ça s'est fait assez naturellement en fait. Et c'est génial parce qu'on a vraiment des trucs, il y a des trucs pas secrets, par exemple les spectres dans Tokyo, dans l'extension de Tokyo, on a les spectres qui sont des gardes avec un camouflage optique. C'est des trucs qu'on a eu l'idée, Fabrice disait ce serait fun d'avoir des figurines transparentes, je me suis dit ouais c'est vrai, qu'est-ce qu'on pourrait faire machin, hop ça serait génial d'avoir des soldats beaucoup plus durs à toucher, beaucoup plus durs à voir, etc. Et puis voilà, puis en 2-3 discussions, on va. Puis en plus, c'est ça, Ubisoft, ils sont à Montréal, donc on se voit, on discute. Effectivement. Donc tout se fait assez naturellement, de manière très fluide, et c'est super. Donc une des choses vraiment super qu'on a pu ajouter dans le jeu, qu'il n'y avait pas dans les épisodes d'Assassin's Creed auxquels nous on se réfère, qui sont Assassin 2 et Brotherhood, c'est les boss. Et les boss, c'est quelque chose de nouveau qui est arrivé, il me semble, avec Origins. Je sais pas si on avait. Là, tu as une meilleure connaissance du sujet que moi, c'est sûr. Et c'est sûr que c'est quelque chose de fun. Donc nous, on leur a tout de suite demandé est-ce que c'est possible d'ajouter. Et là, on recoupe Kickstarter aussi. Parce que Kickstarter, entre guillemets, tu dois avoir des grosses figurines. Donc, on a la tour, qui est bien, qui te démarque. Mais on s'était dit ce serait génial d'avoir quelques boss un peu massifs là. Donc il y a celui-là qui est pas secret et donc qu'on peut voir ici. Mais après on a pu créer, c'est ça, plusieurs boss. Donc tu as créé ça de toutes pièces pour ton aventure à toi. Est-ce que tu penses qu'à l'inverse, ton jeu va dépeindre sur de prochaines franchises? C'est une question. Ce que fait Ubisoft, puis je pense que c'est la bonne façon de faire, c'est tout ce qui est créé autour de la marque Assassin doit être canon, comme il dit, c'est-à-dire doit rentrer dans la licence. C'est-à-dire que si doit pouvoir être exploité d'une façon. Si demain ils font un comics ou je sais pas quoi, ou enfin
autre chose avec Assassin, ils pourront réutiliser les assassins qu'on a créés, par exemple, s'ils leur plaisent et si ça fait du sens, Ok. ou des boss, ou des choses qu'on a créées, en fait, et les remettre dedans. En fait. Pour ça, donc, il doit avoir un droit de regard ou une approbation quelconque. C'est ça, bien sûr, bien sûr. Donc tout ce qui est nouveau, tout ce qui est créé, c'est validé par eux. Les assassins, par exemple, Fabrice a commencé par faire d'abord une page de texte sur chaque assassin en décrivant son background, pourquoi il a une cicatrice là, qu'est-ce qui lui est arrivé. Non mais c'est super intéressant. Oui. Et du coup, mais c'est souvent ça qu'on ça, regarde pas, on ne voit pas, mais l'intérêt est souvent là. Mais c'est fun. Ouais. Et du coup, l'artiste qui a créé nos assassins est russe. Donc elle lui a envoyé les briefs en anglais de le descriptif des assassins, puis elle, avec son imagination... C'est imaginé, avec l'histoire du personnage, je le représente de telle façon, parce que selon moi, il a fait telle chose. Tous les visuels qu'on a créés sont validés par Ubisoft, donc toutes les illustrations, il y en avait beaucoup. Ouais. Est-ce qu'à l'inverse, ils t'ont permis de prendre des illustrations? Parce que tu peux sauver quand même pas mal de choses si tu peux utiliser déjà de l'artistique. Donc on a récupéré beaucoup de choses, ils nous ont donné accès à beaucoup de matériel, donc ça c'était super. Donc il y a une partie des illustrations qui sont des illustrations que les gens connaissent. Puis après, nous, le travail qui était un peu difficile, c'était de trouver des illustrateurs capables d'avoir un style assez léché, qui ressemble beaucoup effectivement à ces illustrations originales. Le côté furtif est très présent dans V-Commando. Il va être encore présent, j'imagine, dans Assassin's Creed. Ouais. Mais il y a une partie acrobatique qui existe dans Assassin's Creed. Est-ce qu'il a fallu que tu crées un gameplay qui va être en agencement avec ça? Ça, c'est une bonne question. Il y a des sujets comme ça. Il y a des sujets sur lesquels on a fait l'impasse, comme celui-là. Okay. Notamment, moi, c'était plus j'essaye d'être... En fait, c'est intéressant parce que on est dans le souvenir de ces vieux assassins là, qui datent... il y a plus de 10 ans. Là. J'étais un vieux moi aussi. Assassin 2, c'est ça, c'est vraiment, c'était 2009, je crois, 2009-2010. Mais en même temps, on veut avoir le feeling des assassins d'aujourd'hui, en fait. Okay. Les assassins d'aujourd'hui, tu sautes sur le bâtiment puis tu montes tout seul. Il n'y a plus vraiment de gameplay ou de challenge autour de ça. Un autre exemple que je donne, parce que parfois on dit oui, mais c'est rare, hein, mais il n'y a pas la foule. Il aurait fallu la foule, etc. Mais la foule, en fait, tu l'avais dans ces assassins-là, et c'était très pénible, en fait. C'est-à-dire que quand tu courais, à chaque fois que tu touchais quelqu'un, ton personnage, ça le ralentissait, ou alors il tombait par terre. Donc c'était réaliste, mais agaçant. Et puis c'est quelque chose qui a, sans surprise, disparu des épisodes suivants, où juste tu bouscules les gens, où ils se poussent, et puis voilà. Okay. Donc ça, pareil, on l'a pas mis. Il y a des cartes événements, il y a des choses qui vont dire que tu te caches, etc. Mais il y a certains sujets, effectivement, nous on s'est dit juste, tu as des toits, tu as des tours, la tour tu dépenses une action, tu es en haut. Par contre, on a le côté d'être sur un toit, certains assassins ou certaines armes... Même si c'est des tuiles en 2D, tu vas avoir des niveaux... On est en 2D sur la table, mais on sait que quand on est sur un toit, s'il n'y a pas d'échelle, par exemple, les gardes ne peuvent pas te poursuivre. Exact. Donc, quand ils te poursuivent, ça c'est un des trucs qu'on a repris d'Assassin, qu'il n'y avait pas dans les commandos, c'est si tu quittes une tuile et que tu es recherché, il y a une partie des gardes qui te poursuivent, et puis ils te poursuivent tant qu'ils peuvent te poursuivre. Donc tu ne peux pas te cacher tant qu'il y en a derrière toi. Quand tu sois visible? Oui, c'est ça. Donc, et donc si tu sautes sur un toit, si tu grimpes sur un toit, ils ne peuvent plus te poursuivre, hop, tu peux redevenir incognito, comme on dit dans le jeu, là, furtif. Donc il y a du gameplay avec tout ça. On est basé sur le gameplay de V-Commando, les gens le savent, c'est pas un secret, mais par contre on a quand même pas mal évolué ou simplifié ou amélioré ou enrichi certains systèmes pour que ça colle à la licence, ou parfois juste pour le gameplay, parce que ça faisait plus de sens de faire comme ça. Puis c'est pas une surprise, là, c'est vraiment une évolution de V-Commando, mais dans une thématique différente. Tu dirais pas ça? Non, parce que c'est quand même pas la même chose. En fait, les gens qui jouent, et c'est ça que je voulais, et je suis content, me disent on a le même feeling que V-Commando, mais c'est différent. Ok. Et c'est ça que je voulais. On ne nécessite pas l'autre. Je trouve que tu peux pas avoir le même gameplay, c'est trop différent, c'est beaucoup. Ma sous-question, c'est l'originalité de celui-là se démarque où par rapport à l'autre? Ah oui, pour moi, c'est pas mal différent, quoi. Au-delà, déjà le core gameplay, c'est vraiment le jeu sur le terrain. Pour moi, il y a pas mal de différences. Puis après, tu as tout ce qu'il y a autour qui est absent de V-Commando, mais tout le système de campagne, tu as ton repère aussi, où tu t'améliores de l'équipement, tu fais des recherches, etc. Tu soignes tes assassins blessés. Donc il y a beaucoup de choses à côté. Il y a aussi des histoires qui se passent en parallèle dans le repère. Mais au niveau du gameplay, moi je trouve que c'est assez différent, notamment parce qu'il y a pas mal de corps à corps. Par exemple, un truc nouveau qu'on a là, que je trouve assez fun, c'est tu peux faire des attaques coordonnées. C'est-à-dire que si on est deux sur la même case, on peut tous les deux dépenser une action en même temps et on balance tous nos dés en même temps, parce que dans le jeu il y a des ripostes, chose que tu n'as pas non plus dans V-Commando. Donc si en fait quand tu fais une attaque, tu as des dés qui peuvent donner un symbole de riposte,
Et s'il reste des gardes en vie après que tu aies lancé tes dés, ben, ceux qui restent en vie, ils ripostent. Donc quand tu fais une plus grosse attaque en lançant D'où plus l'intérêt de de dés, combiner, voilà. Et surtout les boss, parce que les boss ils sont très costauds, et les boss, si tu vas tout seul, ben, tu vas te faire couper en deux secondes. Donc les attaques ordonnées, c'est tactique, et puis ça t'oblige aussi à dire on en est combien, qui y va, tu sais, en gros, jusqu'où on pousse notre chance, ou voilà. Mais j'imagine par contre qu'il doit avoir une gradation de difficulté, parce que si tu veux, il se joue de 1 à 4. Oui. Donc si tu joues tout seul, tu as plusieurs héros que tu vas incarner ou là, on a fait quelque chose d'assez simple, c'est que tu dois toujours jouer 2 assassins, même si tu joues tout seul. Donc c'est 2 à 4, et en fait on a simplement, c'est juste le deck de renfort des ennemis qui s'adapte au nombre de joueurs. Donc il y a 3 decks de renfort, il y en a un pour 2, pour 3, pour 4 assassins. Et en fonction du nombre d'assassins sur la table, c'est ça. Et après il y a certaines choses dans le jeu, les boss notamment, qui s'adaptent aussi au nombre d'assassins en jeu, parce que sinon ça serait pas jouable. Là. Donc il y a les boss, il y a 2-3 situations de jeu ou cartes spécifiques qui disent selon le nombre d'espace. J'imagine que tu as fait des. Parce que j'ai rencontré Bruno, puis Bruno Catala, puis lui, la seule chose qu'il me disait, c'est tester, tester, tester. C'était le succès d'un bon jeu. Qu'en est-il de tes groupes tests? Est-ce que c'est fait à l'interne? Tu l'as fait faire à l'externe? Je sais que tu es spécialiste normalement, que tu te promènes d'un salon à l'autre pour les faire jouer. Là, c'est peut-être pas le cas présentement. Là, en ce moment, on peut pas, mais ça tombe bien parce qu'on est quand même à la fin. Donc, ça a été. On aurait bien aimé continuer de le faire, c'est sûr, pendant quelques mois. Là, il y a encore quelques mois, ça aurait été cool. Maintenant, on n'est plus du tout là-dedans. Là. On a trouvé des gens qui ont pris la boîte et qui l'ont testé, si tu veux, chez eux, puis on les a laissés tester. Donc on a comme ça un joueur fanatique qui a testé tout le jeu, toutes les extensions. On en connaît. Ça, il est probablement déjà abonné, salut. Ça c'est top, Vlad, et du coup maintenant on est en train de commencer à travailler avec lui, donc c'est super, parce que ça devient une collaboration aussi, parce qu'il est aussi illustrateur, donc... on travaille avec lui. On a pu avoir encore des nouvelles sessions de tests, mais de manière un peu plus délicate. Mais avant, c'est sûr qu'on a été sur les salons, comme d'habitude, on a fait beaucoup de tests. Qu'est-ce que tu as comme commentaire qu'est-ce qui est le plus souvent, qui revient le plus souvent après une partie Moi, je vise tout le temps à savoir si le monde a eu du plaisir. Là. Oui, les gens en général aiment bien, puis ils auront envie de continuer. Là. Puis c'est sûr que le côté campagne, ça te donne le goût d'investir dans ton personnage, parce que s'il veut. T'as fini. Alors, parfois, certaines démos ont fini, puis je dis là, vous montez de niveau, donc voilà comment ça se passe, pour montrer aux gens comment ça se passe. Donc ils ouvrent les enveloppes, ils checkent, ils voient les cartes et tout. Les fans d'Assassin, justement, me disent qu'ils retrouvent bien l'esprit, et ça pour moi c'est quelque chose d'important. Quelque chose qu'il y avait sur V-Commando où les gens me disaient on a l'impression d'être dans un jeu vidéo, d'être dans un jeu d'infiltration. Donc ça c'était. Moi aussi je travaille beaucoup au feeling en fait, j'essaie de faire que tu retrouves ce feeling quand tu joues en fait. Donc c'est abstrait, enfin tu sais, c'est pas concret là. Ouais, on peut difficilement mettre un point là-dessus, mais effectivement, le ressenti du joueur. J'essaie de me mettre dans les émotions que tu as quand tu joues aux jeux vidéo et de me dire comment on peut essayer de retranscrire ça. Moi je lance ma manette, je lance quoi sinon? Tes dés, mes dés, c'est bon. C'est un jeu un peu costaud, donc c'est sûr que parfois sur une partie les gens ils peuvent se sentir un peu dépassés là parce qu'il y a quand même pas mal de règles et tout ça. Si on parle de ton public cible, justement, est-ce que tu crois que c'est plus les adeptes de la franchise de jeux vidéo qui partent avec ça, ou c'est plus des board gamers, ou c'est un croisement des deux? Parce que là, tu rentres pas vraiment dans le masse avec ça. Non. C'est assez... Mais c'est dur de le savoir aujourd'hui, parce que même sur Kickstarter, on peut pas savoir quelle proportion de gens étaient des fans d'Assassin et tout ça. Mais j'ai quand même dans les commentaires, tu vois si le monde le connaisse un peu. C'est plus des joueurs de board game que des fans d'Assassin. Et les fans d'Assassin, on a fait notamment un travail là d'apprentissage du jeu, un peu comme... Enfin, sur V-Commando, on avait aussi fait un effort là, de tutoriel pour t'aider à prendre le jeu en main. Là, on a vraiment un système où tu peux juste lire les petites parties de règles dont tu as besoin au début, puis petit à petit, Ça, j'aime beaucoup, là, qu'on n'a pas besoin de... Et puis on a innové là-dedans aussi, je pense, en faisant un système En fait, on a les règles, c'est des paragraphes, et juste avec des numéros. Chaque règle a un numéro. Et par exemple, en jeu, tu vas arriver sur un canal pour la première fois, tu auras un pion avec un numéro sur la tuile de canal qu'on t'aura dit de mettre pendant le setup. Et quand tu rentres sur la tuile, là, tu vas regarder, tu vas juste les règles, tu cherches le point 8, hop, tu regardes, et puis tu lis la petite règle de canal, et puis hop, tu y vas. Nous, on recommande aux gens de le lire avant quand même, c'est-à-dire, parce que quand les joueurs sont là, ils n'ont pas envie d'écouter des règles. Là. Mais celui qui organise la partie, il lit juste les quelques points de règles qui sont dans le livret, et puis il peut commencer. Tu avais sûrement des attentes par rapport au Kickstarter. On a dit que pour V-Commando, ton chiffre il était en deçà de financement, il était en deçà de ce que tu avais besoin, puis même en doublant un petit peu plus, tu es encore déficitaire sur le montant. J'imagine que tu avais des attentes aussi parce que c'est une grosse franchise.
est-ce que, là, je vais être doigté parce que je veux, est-ce que ça a répondu, parce que tu as quand même été chercher 1 371 000, quelque chose comme ça. Ça a l'air d'être des gros chiffres, mais je sais c'est quoi les dépenses qui vont avec. Puis au bout de la ligne, tu te dis, OK, je vais être capable de le faire, mais est-ce que tu as eu pas des déceptions, mais des attentes qui n'ont pas été répondues? C'est toujours. Bah, après, je vais faire une réponse honnête, hein, mais c'est sûr on aurait espéré plus. Parce que tu as eu 6762 contributeurs. Ouais, c'est ça, à peu près. Après, il y en a eu, J'en fais partie. il y en a, il y en a eu un peu plus après aussi avec Le Black Lake Rocket, Pledge. là, après, voilà. Mais c'est sûr qu'on aurait aimé plus. Je pense pas qu'on espérait plus parce que on sait, en fait, j'ai l'impression que si t'as pas déjà une grosse base de backers, t'auras du mal à tout d'un coup avoir 20 000 backers qui arrivent. Là, je crois pas trop à ça, là. Ah, c'est des cas d'abstraction quand ça Voilà. arrive, c'est ça. Donc nous, notre premier Kickstarter, au total, on a eu à peu près 1000 personnes entre les Let's Pledge et les Pledge. Ouais. Ça faisait 1000 personnes, je crois. Tu as fait 7 fois le premier. Donc là, il y en a eu un peu plus de 7000, je crois, après. C'est J'ai même pas les chiffres. Alors moi, je suis pas une personne de chiffres, hein, donc je sais pas que je veux les cacher. C'est que non, mais c'est pas que je veux les cacher, mais c'est que moi, non, c'est correct. c'est pas ce qui m'intéresse, et l'argent non plus. Mais donc, mais par contre, pour l'autre question, on avait suffisamment d'argent pour faire le jeu. Donc ça, nous, il fallait qu'on ait 1 million, quoi. C'était en gros, c'était ça. C'est ce que je me suis dit. Voilà. Ouais, c'est ça. D'après nos calculs, et 1 million, ça faisait que nous on est à Tu 0 break après, even. hein. C'est-à-dire, non mais je veux dire, voilà, Fait que tous ceux qui pensent que parce qu'on a une campagne qui a été financée à 1 million, qu'on est millionnaire, ôtez-vous ça de j'ai la pas tête. changé de voiture, C'est ça, c'est pas le cas. mais non, et c'est même inquiétant, et c'est même, si on parle de ça, c'est même à mon avis, c'est pas forcément quelque chose qu'on va recommencer de sitôt, quoi. Une grosse campagne avec une franchise. Ah ouais, parce que ça demande une énergie et un argent qui sont complètement démesurés. Enfin, je pense que les gens ne peuvent pas imaginer. Là c'est 3 ans de travail à temps plein. Ouais. Et je dis 3 ans, moi, enfin, je fais pas des journées normales, moi, je travaille plus. Non, mais c'est ça. C'est un robot. C'est beaucoup trop. Et ce qui te reste à la fin, enfin, moi je cours pas après l'argent, hein, c'est pas ma motivation, mais par contre, ce que j'ai compris avec les commandos, c'est que si t'as pas d'argent, tu peux pas faire des projets là, et tu peux pas travailler dans les conditions que tu voudrais. Donc ça nous a permis, nous, c'est ça, de recruter, enfin, ça m'a permis de recruter 2 personnes. Donc là, sur Triton, vous êtes 3 ou 4? Actuellement, on est 3. Et après, il y a plusieurs personnes qui gravitent à temps partiel, en fait. Donc, il y a 3 autres personnes qui sont à temps partiel, une journée par semaine à peu près, chacun. En fait. Donc là, toi qui fait quel rôle là, dans la compagnie? Ça va être difficile. Ok, donc on va commencer avec les 2 autres d'abord. Ça va être difficile aussi pour Fabrice, parce que Fabrice et moi, on fait beaucoup de choses pour la compagnie. Enfin, tu sais, il y a beaucoup de tâches. Le Fabrice s'occupe de tout le suivi de fabrication, par exemple tous les échanges avec le fabricant qui prennent pas mal de temps. C'est chez Panda, je crois. Alors on était chez Panda, là on a changé, parce que pour le coût des figurines c'était impossible en fait, ça faisait juste aucun sens. Donc c'est dommage parce que nous on était ravis de travailler avec eux, mais on a dû changer. T'es rendu où? On est avec Istar qui fait notamment tous les jeux Awaken Realms. Oui. Donc c'est de la super qualité aussi. Oui, ils sont pas beaucoup, hein, les fabricants de figurines en Chine, ils sont 3 ou 4 je crois. Donc c'est ça. Mais on est tous multi-casquettes. Il y a Shannon qui est à plein temps, qui est graphiste, donc elle a eu une casquette, c'est simple. Mais moi je m'occupe aussi de toute la création des jeux, donc ça prend quand même beaucoup de temps. Oui. Et en fait, souvent c'est 2 métiers. T'as l'auteur du jeu, puis là on est un peu dans la création de jeu, mais t'as l'auteur du jeu, puis t'as le développeur aussi, qui sont 2 métiers différents, mais moi je fais les 2. T'as les 2 chapeaux. C'est ça, parce que moi j'ai aussi tout le côté. Enfin, je fais pas la mise en page, mais c'est sûr que les icônes, l'ergonomie, tout ça, c'est sûr que moi je suis là-dessus. Là. C'est vraiment des sujets qui m'intéressent beaucoup, l'ergonomie notamment. Mm-hmm. Les gens autour, il y a Marine en France qui nous aide pour ce qui est communication. Marine Boissière, qui elle est multicasquette, elle est à son compte, là, mais elle travaille avec nous sur tout ce qui est mes réseaux sociaux. Donc, mais elle aussi, c'est une ancienne d'Ubisoft. Donc elle aussi, le monde du jeu, elle connaît bien. Elle a aussi tous les contacts avec la presse, donc elle s'occupe des relations presse et puis des réseaux sociaux. Il y a Manu, donc je disais, sur la direction artistique, donc qui nous aide sur donc lui aussi c'est en pointillé, c'est sûr que c'est pas son job principal là, mais c'est une petite casquette lui aussi. Mais voilà, donc c'est ça, il y a quand même plusieurs personnes qui gravitent. Parle-moi du Blitz Kickstarter, quand ça commence, c'est très épuisant comme campagne. De plus en plus, on voit les campagnes sont de plus en plus courtes parce que c'est exigeant, communication avec les nombreuses la gestion de la communauté, parce que c'est une communauté qui est très présente, qui attend après des stretch goals, des add-ons. Ça va bien?
Ouais, nous, je dirais que ça va. Ok. J'étais étonné sur V Commando, en fait, où je m'occupais vraiment de tout, Ouais. où on m'avait dit, tu sais, 24 heures sur 24. Mais bon, je pense qu'encore une fois, ça dépend de combien de Ouais, tu hackers commençais t'as. Tu sais, aussi, quand on là, a c'est ça. 600, on s'entend sur les 600, il y en a peut-être 10% qui vont avoir envie d'échanger, de discuter, de poser des questions. Donc c'est tout à fait gérable, quoi. Mais non, globalement, ça se passe bien. Mais après, je peux pas vraiment comparer avec les autres. Et comme je disais, enfin, moi, je suis pas trop ce qui se passe sur Kickstarter. En fait, j'ai du mal à suivre autre chose que les jeux sur lesquels je travaille, là. Donc, je suis sûr que je suis très peu de Ça veut projets. dire qu'il suit pas ma chaîne. Ok. À une époque, quand j'étais salarié, je suivais, tu sais, dans le jeu vidéo, je suivais l'actualité, j'étais au courant et tout. Là, je suis un peu largué, j'ai même du mal à jouer. Fait que c'est des semaines de combien d'heures pour toi? Je sais. Si t'as arrêté de compter. Non, Donc, mais tu veux pas 60, savoir. moi je pense plutôt à 50, 60 Et que tu veux pas 40. faire le calcul après ça en rétroactif en disant je gagne combien de l'heure. Non, parce qu'il y en a qui font ça, mais je pense qu'il faut pas faire ça. Tu vas pas faire ça. Mais non, mais bon, ça montre aussi que tu fais pas. Enfin, ce qui est sûr, c'est que tu fais pas ça pour l'argent. Enfin, je veux dire, c'est ça qui t'intéresse. Non, Tu si te lances c'est dans ça un qui autre business. t'intéresse, t'es pas Ou dans non, ou alors tu fais d'autres types de jeux, parce que nous, là, Oui. pour moi, c'est les pires jeux, ceux-là. Si tu veux gagner de l'argent, Oh, oui. c'est pas des jeux comme ça qu'il faut faire. C'est des petits jeux À la en bande. espérant en vendre, tu sais, des brouettes, là. Mais surtout, la J'aime, marge. j'aime l'expression vendre des Non, bourrettes. mais moi, en ce moment, je regarde le prix des jeux, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, c'est cher, Assassin, c'est cher, etc. V-Commando, c'est cher. Mais je veux dire, si tu regardes une boîte de V-Commando qui coûte, alors je sais pas dans quelle devise je peux parler, mais bon, on va peut-être parler en euros, qui coûte 55 euros. Mhm. Mais tu regardes la plupart des jeux que tu achètes, des petits jeux dans des petites boîtes qui vont coûter 20-25 euros, mais dedans il y a un paquet de cartes, tu sais. Et je veux dire, non, on marche beaucoup moins en fait. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la même marge avec Non. des jeux comme ça qu'avec des petits jeux, avec des jeux plus petits en fait. Donc Mhm. c'est vrai qu'il y a des légendes autour, on voit les gros chiffres, on se dit, waouh, ils ont gagné tout ça. Mais c'est ça, faut faire très attention. Et nous, on est vigilants. Le côté gestion, là, on fait vraiment attention parce qu'on ne peut pas se planter. Et on veut pouvoir respirer et faire les choses au rythme où on veut et pas être forcé de il faut qu'on fasse un Kickstarter parce que là, on n'a plus de cash, quoi. Non, ça c'est surtout ce que personne veut, c'est Voilà. de, Mais de j'ai la- l'impression que, enfin, moi, je me demande s'il n'y a pas un peu beaucoup là, de projets comme ça. Mais bon. Ok, donc si on parle d'échéancier, puisque tu as abordé le sujet, la campagne de Assassin's Creed était censée être livrée juin, ça a décalé un petit peu, il y a la COVID. On en est rendu où pour donner un peu d'espoir à tous les backers qui attendent le jeu avec impatience? On me pose souvent la question. Bah, Alors, ouais, t'es rendu où dans le développement? on avait anticipé le temps passé, enfin le temps de fabrication des figurines, mais on l'avait sous-estimé, et je pense que le Covid n'a pas aidé non plus. Ça c'est sûr. Nous, l'usine a été fermée pendant quelques temps, pendant quelques mois, là, je me souviens plus des dates, puis après ils ont repris progressivement, puis, tu sais, puis on ne sait pas vraiment exactement à quelle vitesse, là, puisqu'ils ne veulent pas t'inquiéter non plus. Mais en tout cas, sur les figurines, on les avait toutes au moment du Kickstarter. C'est ça comme on les voyait sur la page, là, parce qu'on savait qu'il fallait les montrer, mais on savait surtout aussi qu'il fallait démarrer leur fabrication rapidement. Donc ça veut dire qu'en décembre, si je dis pas de bêtises, en décembre, on commençait déjà les échanges, à retravailler les figurines, parce que il y a toujours beaucoup de retravail, d'épaissir des choses, etc. Mais aujourd'hui, cette semaine, on doit recevoir toutes les figurines plastiques, donc c'est-à-dire toutes les figurines fabriquées avec les moules, donc ça veut dire qu'on en est quand même très proche. Ok. Ils ont tout ce qui est pion, il y a une partie des cartes qu'ils ont déjà, donc ça ils travaillent dessus. Les moules des dés sont faits, ça on les avait montrés au backer, enfin, les dés c'est ok. Mhm. Et sur tout ce qui est print, on est vraiment dans les dernières relectures, on a fini Creed vs Crows. Donc cette extension-là, elle est finie. Et on est en train de finaliser les autres langues, parce que c'est nous qui gérons les 5 langues, là, donc c'est du boulot aussi. Tu fais pas la traduction aussi, c'est Non, fait à l'externe, en fait, mais vous gérez. ça aussi, il y a des traducteurs, des relecteurs, mais c'est pas des relecteurs juste pour l'orthographe, c'est des relecteurs qui vont voir si le texte Le d'origine. sens de la Voilà. traduction. Et ça, c'est vraiment important. Est-ce que le texte est bien traduit et amène pas des ambiguïtés ou des trucs pas clairs? Ouais. Et ça, c'est un processus qui prend du temps. Donc ça, on est en train de finir ça. Et pour l'instant, on a encore du mal. On espère encore toujours viser la fin de l'année. Là, on est toujours là-dessus. Mais sinon, ça glissera peut-être à début janvier ou en tout cas le courant janvier, quoi. Ok, c'est bon. Mais quand tu avais fait V-Commando, tu avais fait quand même quelque chose qu'on voit rarement, c'est d'avoir une production anglaise-française dans la même boîte. De plus en plus, on le voit. Est-ce que
Là, est-ce que tu as des boîtes spécifiques pour chacune des langues? Oui, c'est séparé. C'est séparé à cause des enveloppes en fait. Ouais. Parce qu'il y a 33 enveloppes dans le jeu de base, là, si t'imagines, il faudrait mettre Non, 66 enveloppes. C'est déjà, comme je disais, c'est très très cher à fabriquer tout ça, c'est beaucoup de manutention. Mhm. Non, il y a une boîte française, une boîte anglaise et une boîte en anglais, et ensuite il y a des packs de langues qui vont contenir les règles et toutes les cartes Ok. pour les 3 autres langues, l'allemand, l'italien, Est-ce que l'espagnol. tu attends que tout soit préparé pour envoyer ou tu risques d'avoir une version qui va sortir avant les autres? Pour l'instant, on donne la priorité au français-anglais. Pour une fois. Et puis, en français, c'est notre Ah langue oui, source, je donc sais. c'est sûr que Mais ça aide. la plupart du temps, on attend 6 mois c'est- plus tard. Non, plus de toute façon, il n'y aura pas de gros écart entre les langues, Ok. ça m'étonnerait beaucoup. En ce moment, en tout cas, on essaie de boucler l'anglais là au plus vite en fait. Ok, si on sort un petit peu de Kickstarter, on parle du marché du jeu. Distribution, tu me disais que tu avais eu une entente avec Pixie, Game en France, Ouais. Randolph ici au Mhm, Canada. Comment va le démarchage de sortir de Kickstarter et d'aller directement dans le marché? C'est plus complexe? Ouais, c'est vraiment. Nous, on a de la difficulté avec ça. Alors, dans l'équipe qu'on a, on n'a pas de. C'est peut-être une des raisons, on n'a pas de commerciaux. Là, on n'est pas des commerciaux, on n'est pas des vendeurs. Là, c'est pas notre, enfin, on n'a pas de force là-dedans, donc je suppose que c'est une des explications. Mais c'est vrai qu'on essaye, notamment pour V Commando, de distribuer un peu plus largement. Puis c'est vrai que c'est difficile. Il y a parfois des discussions, des échanges, etc. Puis en général, enfin, ça aboutit pas. Ou alors parfois, c'est des propositions avec des taux qui nous paraissent très bas. Ok. Par exemple, qui vont te proposer de reprendre les droits de ton jeu, mais te donner 10%, 8% sur les ventes. Mais tu sais, quand tu as fait un jeu complet, tu te dis bon. Donc pour l'instant, c'est la distribution, c'est difficile. Nous, on a la boutique en ligne, donc aujourd'hui, c'est quelque chose que je peux partager, parce que je pense que c'est intéressant en termes d'expérience, c'est que j'ai récemment essayé de voir la proportion de ventes entre Kickstarter, notre boutique en ligne et nos distributeurs, Mhm. sachant qu'on est distribué donc seulement au Canada et en France. Oui. Et c'est en gros un tiers, un tiers, un tiers. C'est-à-dire Ok. que sur V Commando, je parle, parce que Assassin. Ouais, c'est ça, il n'est pas encore dit. Mais je trouve que c'est intéressant de se dire que finalement, la boutique en ligne, c'est sûr qu'on ne vend pas des dizaines de jeux tous les jours, mais jour après jour, ça marche quand Ben, même. ça a l'avantage de te faire une marge plus importante aussi. Ben, c'est ça Donc, aussi. oui. C'est ça On aussi. sait que quand on achète directement en ligne de l'éditeur, ben, on encourage directement l'éditeur. C'est ça. Je parle juste vraiment de bénéfices nets. Quand Oui. je parle d'un tiers, un tiers, un tiers, là, c'est vraiment. Mais c'est sûr que les 3 canaux sont vraiment importants en fait. Oui, On tu l'a n'as pas le vu. choix si tu veux être présent. C'est exactement ça, les boutiques, ça t'aide à être présent en fait, ça t'aide à exister, être connu. exactement. En France, on voit que le jeu est très connu, ici un peu plus, mais aux US, il y a encore plein de gens qui découvrent V Commando, quoi. Genre, aux US, partout, là, ils découvrent en fait. Donc, c'est un jeu qui a encore du potentiel. Il y a encore du potentiel. Donc, si on regarde les ventes, est-ce que c'est en croissance encore ou, Pas en croissance. pas En croissance, ce serait exceptionnel, mais je par pense, contre, ouais. non, par contre, c'est stable. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est Ok. que en France, ici, et même nous, notre boutique en ligne, c'est vraiment les ventes, elles sur V Commando, elles sont stables. Donc ça, c'est chouette parce que ça fait que c'est un produit qui nous permet, nous, d'avoir des revenus réguliers. Et on a déjà fait 3 tirages et puis T'es on au planifie troisième le print, là. 4e, là, en fait. Ok. Ouais. Et à peu près, un peu moins de 10 000 boîtes, en fait, on a vendu pour l'instant. Ce qui, pour moi, est bien. Voilà. Ben, Après, pour un jeu du type-là, quand c'est même, ça. c'est bien parce que C'est ça. c'est quand même un costaud. Donc, donc ça, V Commando, ça va bien. Puis j'espère que ce sera pareil pour Assassin après. On espère. En tout cas. On l'espère bien, on Ouais. espère bien. Ok, mais on a fait pas mal le tour de ce qui était la campagne Kickstarter avec Assassin's Creed. D'ailleurs, tu as une primeur peut-être à nous annoncer après, mais on va finir avec ça.